Bonjour, notre intervention est intitulée La pensée de Sigmund Freud entre psychologie et civilisation. Introduction, même s'il s'intéressait à la philosophie, Sigmund Freud, 1856-1939, n'est pas à proprement parler un philosophe. Il fonde la psychanalyse, science de l'inconscient. Néanmoins, sa pensée révolutionnaire, comme pensée de l'homme, et à ces titres intéresse la philosophie. Les sources de sa pensée, Freud travaille principalement à partir des acquis de la psychiatrie du XXIXe siècle. Les travaux de Charcot, Bernheim, Janet, on peut rapprocher Freud de Nietzsche avec prudence. Cependant, Freud se réclame au contraire de Nietzsche à la science et du travail de la raison. Les principales œuvres de Freud sont Études sur l'hystérie en collaboration avec Brauer, 1895, L'interprétation des rêves, 1899, Psychopathologie de la vie quotidienne, 1904, Trois essais sur la théorie de sexualité, 1905, Taunton et Tabou, 1913, Introduction à la psychanalyse, 1917, Au-delà du principe du plaisir, 1920, L'avenir d'une illusion, 1927, Malaise dans la civilisation, 1929. Maintenant, le précurseur ici sur l'hystérie. Freud a tenu à préciser qu'il n'avait pas inventé la psychanalyse, mais que la découverte revenait à Breuer. Mais avant lui, Charcot, avec qui Freud travailla un an, et l'école de Nancy, notamment Bernheim, avait jeté quelques indispensables jalons. Tout commençait par les travaux sur l'hystérie. Cette maladie, connue depuis l'Antiquité, fut au Moyen Âge attribuée à la possession démoniaque. Au XIXe siècle, les avis étaient partagés, certains s'appuyant sur le fait que les symptômes sont divers, particuliers à chaque malade, et qu'ils ne renvoyaient à aucune lésion organique. Affirmer que cette maladie n'est que le fruit de la suggestion, voire même de la simulation, et lui refuser le statut d'une maladie réelle. En revanche, Charcot et Janet montreraient que l'hystérie est une réelle maladie dont l'origine est inconsciente. Charcot montre que l'hystérique n'est pas un simulateur, mais par exemple, l'hystérique atteint de paralysie ne simule pas. Son membre paralysé est réellement insensible et on peut lui infliger une brûle sans que le malade sente quoi que ce soit. Tout se passe comme si le malade avait fait abstraction de sa jambe, qu'il ne voulait plus avoir de jambe. Charcot constate que sous hypnose, les symptômes disparaissent, qu'on peut à la fois produire des symptômes et faire disparaître les symptômes par suggestion post-hypnotique. La technique consiste à suggérer sous hypnose que le symptôme aura disparu en réveil. Malheureusement, la guérison reste temporaire, prouve seulement l'absence de simulation. En septembre 1882, Brauer fait part à Freud d'observations tout à fait inattendues qu'il avait tirées d'une cure inédite, celle d'une jeune fille hystérique traitée pendant 2 ans et qui, selon lui, l'avait quitté à peu près guérie. Ce cas nous est aujourd'hui connu sous le nom d'ANAO. La méthode de Brauer était une méthode empirique créée par déroulement imprévisible de la cure et par la collaboration active de la malade. Jeune fille extrêmement intelligente. Anna O
avait consulté Brouwer pour une toux nerveuse très pénible, mais elle souffrait de troubles spectaculaires et variés. Troubles sans aucune cause organique, tout apparu après la mort de son père. Paralysie de trois membres avec contracture et insensibilité, troubles compliqués de la vue et du langage. Elle avait perdu l'usage de sa langue maternelle, l'allemand, mais parlait couramment l'anglais. Elle était susceptible de deux états de conscience distincts, l'un durant lequel elle était normale, l'autre où elle prenait le comportement d'un enfant insupportable et dissipé. La transition entre les deux états se faisait par une sorte d'auto-hypnose dont elle s'est réveillée parfaitement lucide avec des moyens intellectuels intacts. Elle fut aussi atteinte d'une hydrophobie, incapacité de boire, momentée. Il faisait très chaud et cet été-là, sa soif était dévorante, mais chaque fois qu'elle voulait boire, elle était juste à un moment d'absence qui l'empêchait d'aller désaltérer. Brown avait remarqué qu'Anna murmurait certaines paroles durant ces moments d'absence. Elle lui les répéta sous hypnose. La malade raconta alors des rêves, récits un peu tristes, qui parlaient de ce vieil au chevet de son père, après quoi elle fut délivrée de ces symptômes, qui néanmoins réapparurent ensuite. Lorsque sous hypnose, la malade se rappela avec extériorisation affective à quelle occasion ces symptômes s'étaient produits pour la première fois. Les symptômes disparaîtraient. Ce résultat a été obtenu par la première fois de méthodes psychanalytiques à laquelle Freud et Brouwer donneront le nom de catharsis, en grec purgation de l'âme. Le terme est emprunté à Aristote. Prenons un exemple pour mieux comprendre la méthode, celui de l'hydrophobie d'Anao. Sous hypnose, Anna se plaint de sa gouvernante anglaise qu'elle n'aime pas. Elle raconte alors, avec tous les signes d'un profond dégoût, qu'elle s'était rendue dans la chambre de cette gouvernante et que le petit chien de celle-ci, elle précise un animal affreux, avait bu dans un verre. Elle n'avait rien dit. Par politesse, à la fin de son écrit, Anne manifeste violemment sa colère restée contenue jusqu'alors. Elle demande ensuite à boit une grande quantité d'eau et se réveille de l'hypothèse du verre aux lèvres. Son hydrophobie a disparu pour toujours. Que peut-on déduire de cette histoire? Si Anna O ne buvait pas, c'est que sa colère n'a pas éclaté au moment de l'événement par politesse, c'est que l'a bloqué. La charge affective ne s'était pas déclarée. De lors, le souvenir des petits chiens n'est pas oubliable, car il a été l'occasion d'un conflit non résolu. Quand, sous hypnose, elle manifeste enfin sa colère, le conflit entre la colère ressentie et les exigences de la politesse est résolu. Le souvenir tombe vraiment dans l'oubli, c'est-à-dire qu'il ne manifeste plus à la conscience sous forme hydrophobie. Il peut disparaître définitivement sans chercher à revenir dans l'inconscient. Tout se conserve et rien ne se perd. La colère refoulée n'en est pas moins là. Si elle fait apparaître l'hydrophobie, c'est qu'elle n'a pas disparu. Les symptômes viennent de ce que le malade n'a pas su exprimer normalement une émotion. Le traitement reste sans effet. Il n'est pas accompagné de ces émotions que Freud nomme affect. Les expériences émotives causes des symptômes sont de traumatisme psychique.
Les traumatismes sont déterminés par des scènes telles que celle du petit chien dont ils sont le résidu. Les symptômes sont des résidus d'événements traumatiques douloureux auxquels les hystériques restaient attachés, dont ils ne se libéraient pas, pour lesquels ils négligeaient la réalité présente. Cette répétition du passé ne peut disparaître que par le traitement cathartique qui reproduit chronologiquement la chaîne des souvenirs pour renvoi au premier traumatisme. Il est clair en effet que la scène du petit chien est l'origine d'un traumatisme pour Anna O. Parce qu'elle a subi d'autres traumatismes auparavant. On le voit, le médecin qui était Freud s'intéressa d'abord à l'inconscient pour soigner ce malade, mais bientôt Freud va se rendre compte que les manifestations de l'inconscient ne résidaient pas seulement dans le symptôme de la névrose, mais aussi dans la vie de tous les jours à travers nos actes quotidiens. Maintenant, la psychopathologie de la vie quotidienne, les actes manqués et les rêves. Les actes manqués sont des actes, selon Freud, qui restent caractéristiques de l'homme normal, mais où l'intention de la conscience est manquée au profit d'un autre. Il en existe trois grands types: le perte d'objets, l'oubli de mots ou de projets et les abscesses. Freud montre que les actes manqués sont de véritables actes. Il n'y a pas de hasard psychique et tout acte manqué manifeste une attention inconsciente. Freud recuse toutes les causes organiques des actes manqués, par exemple la fatigue, et montre qu'ils sont toujours porteurs d'un sens. Prenons l'exemple de ce lapsus rapporté par Freud. Un jeune homme veut demander à une jeune fille de la raccompagner chez elle. En allemand, raccompagner, c'est dit begleiten. Or, voilà qu'il commet un lapsus, prononce à la place de le mot begleitigen. Ce mot est dénué de sens dans la langue allemande, mais il existe un autre mot, beleidigen, qui signifie manquer de respect. On voit que le lapsus est le produit d'une interférence entre deux intentions, l'une comme de sujet, begleiten, l'autre inconsciente ou tout au moins compromis entre les deux intentions, condensation de deux intentions. Les deux mots se contaminent l'un l'autre, se condenser pour donner le lapsus. La tendance perturbatrice peut être plus ou moins inconsciente et tous les lapsus ne sont pas aussi aisément interprétables que dans notre exemple. On dit en termes psychanalytiques qu'il a été plus ou moins refoulé. Le refoulement est à moitié réussi et à moitié manqué. Il y a une brèche qui a permis à la tendance inconsciente de se manifester de façon intempestive. La condition nécessaire de tout lapsus est le refoulement d'un énoncé que le sujet lui-même pourrait juger indécent, blessant ou incongru. Étant supprimé dans le discours, la tendance refoulée se manifeste malgré la personne qui parle, soit en modifiant la tendance avouée, soit en prenant sa place. Le lapsus qui en résulte permet donc à la fois de se satisfaire aux exigences de la censure. Le jeune homme n'a pas tout à fait dû Bleidingen, tout en ayant quand même un début d'expression. L'acte manqué est donc bien un compromis entre des intentions antagonistes qui veulent s'exprimer ensemble et ne peuvent qu'auprès d'une concession mutuelle. La plupart du temps, la tendance inconsciente résiste suffisamment à l'analyse pour que l'intéressé lui dénie de toute valeur.
Maintenant, le rêve. L'interprétation de rêve est la voie royale qui mène à la conscience de l'inconscient dans la vie psychique, écrit Freud dans La science des rêves. Freud découvrit l'importance des rêves en cherchant à préciser le pourquoi et le comment d'une névrose. Les névroses lui révéleraient l'importance des rêves, mais ce sont les rêves qui lui donneraient la clé de névrose. Freud voulut remplacer l'usage de l'hypnose, pas toujours très maniable, par une autre méthode de traitement. Le patient, allongé, les yeux fermés, était convié à se concentrer sur un de ses symptômes et à chercher ce qui pouvait en expliquer l'origine. Parfois, rien ne venait. Freud appuyait alors la main sur le fond de du malade en lui affirmant que certaines pensées ne manqueraient pas de surgir. La tentative s'est répétée jusqu'à ce que le malade exprime ce que lui était venu à l'esprit, ce que lui faisait souvent en observant. J'aurais pu, si je cite Freud, j'aurais pu vous dire cela tout de suite, mais je ne pensais pas ce que nous voulons savoir. Freud eut alors l'idée de demander à ses patients de lui dire à propos d'un symptôme tout ce qui lui passait par la tête sans choisir ni censurer leurs pensées. C'est le premier pas vers la technique des associations libres qui constitue l'essentiel de la méthode freudienne de traitement des névroses. Or, dès l'instant où la liberté fut la règle, le malade se mirait spontanément à raconter leurs rêves, de sorte que Freud fut conduit à traiter leur production nocturne comme les autres symptômes. Pour Freud, le rêve n'est pas un déchet inutile de l'activité psychique, mais un phénomène plein de sens dont l'absurdité et l'incohérence disparaissaient dès qu'on essaie de l'interpréter à l'aide d'une méthode scientifique appropriée. Le rêve exprime un souhait, un désir inconscient dont il assure immédiatement la réalisation. Ce dont le rêveur se souvient au réveil et le contenu manifeste du rêve. Le matériel qui fournit le rêve au terme de l'analyse, son sens inconscient, constitue les idées latentes. Il faut bien voir que ces idées latentes n'existaient nulle part ailleurs qu'à l'intérieur du contenu manifeste du rêve. Elles sont le sens de ce que je rêve. Le sens n'existe pas sans le signe qui les exprime. Néanmoins, pour la commodité de l'exposé, on posera les idées latentes comme précédent le contenu manifeste. On peut alors dire que le processus de transformation du rêve latente au rêve manifeste est le travail de rêve. L'analyse du rêve consistait à affecter le travail de rêve en sens inverse pour remonter vers les idées latentes. Si les enfants ont en général des rêves clairs qui sont franchement de tour de désirs réalisés, le travail de rêve se limite ici à une mise en une image. Chez les adultes, il y a une disproportion frappante entre le contenu manifeste et les idées latentes. Le rêve est alors une réalisation déguisée d'un désir caché, refoulé. Les idées latentes se déguisent pour devenir méconnaissables grâce à un certain nombre de procédés techniques qui ne sont d'ailleurs pas propres à l'élaboration de rêves. On le trouve dans la formation de rêves éveillés et dans la création artistique selon Freud. Ces procédés sont les suivants. La condensation des éléments primitifs. Les idées latentes sont toujours beaucoup plus nombreuses que les idées de contenu manifeste. Les personnages et les objets vus en rêve sont composites. Un élément de rêve signifie plusieurs idées latentes. Il y a donc condensation de plusieurs éléments en un seul. Le déplacement, il s'agit d'un renversement.
échange de valeurs mises en scène, ainsi que dans la pensée. L'attente du rêve est très important, se transporte sur un élément faible et insignifiant, de sorte qu'un fait inconscient important devient un élément banal des rêves, alors que, inversement, des éléments sans valeur prennent une coloration intense et une place centrale dans le scénario. La symbolisation, elle consiste à remplacer les objets, personnes et situations par des représentations aptes à les figurer de façon analogique. L'inconscient utilise des jeux de mots, par exemple la symbolisation est le premier travail de rêve. Il fournit le matériel sur quoi vont porter la condensation, le déplacement et la mise en scène du scénario. Qui oblige le rêve à une élaboration aussi tortueuse? Pourquoi les rêves d'adultes n'expriment-ils pas nos désirs aussi naïvement et clairement que les rêves d'enfants? Les désirs qui s'expriment dans les rêves sont des désirs refoulés, c'est-à-dire des désirs que la morale réprime. Les désirs refoulés ne peuvent apparaître qu'à la conscience comme telle. Les forces de refoulement que Freud appelle le censure s'y opposer. Ils ne peuvent apparaître à la conscience que lors du sommeil, parce que la censure est moins forte que l'on dort, et est à condition de se déguiser pour tromper la vigilance de la censure. Cela explique le caractère tortueux de l'élaboration des rêves et aussi le fait que nous oublions rapidement nos rêves au réveil. Lorsque la censure retrouve toute son efficience, signalant que les cauchemars ne sont pour Freud que des rêves trop clairs. Les forces de refoulement craignaient que les idées latentes trop claires soient reconnues par le rêveur et provoquaient une angoisse qui vise au réveil. On sait aujourd'hui que les rêves sont indispensables à notre santé psychique. Sans eux, nos désirs se manifesteraient davantage sous forme de symptômes et de névroses. Censure et refoulement, selon Freud. Rêve et acte manqué marquaient l'importance de la censure et du refoulement qu'il nous faut maintenant considérer. La première topique. La notion de refoulement implique que l'on adapte pour définir le conflit entre représentation spatiale du champ où les forces vont s'affronter. Topique vient d'un mot grec topos qui signifie lieu, mais cette représentation spatiale est une image que ne vaut que parce qu'elle permet de comprendre. On ne doit nullement l'envisager selon un mode réaliste que donnerait aux zones délimitées un support organique en les faisant correspondre par exemple à des localisations cérébrales précises. Selon la première topique, tout se passe comme s'il y avait deux camps opposés. Le système préconscient moi, il constitue de tout ce qui est actuellement dans ma conscience conscient et de ce qui peut être ramené à ma conscience pour peu que je prête attention, préconscient, l'inconscient est composé de deux contenus qu'il est impossible de faire revenir à la conscience. Il existe ainsi deux camps opposés. Le conscient est structuré un peu comme un camp retranché et ressent comme une menace l'intrusion de contenus ou de processus appartenant à la conscience. Celui apparaissait comme un danger dans la mesure où ils sont incompatibles avec ceux dont il lui-même formait et mettait donc en cause son existence. Ce n'est pas une image exagérée car cette menace se traduit par une angoisse bien réel et le processus de refoulement est mis en œuvre pour y échapper. Entre le moi et l'inconscient se situe la censure qui a deux aspects. Quand la conscience veut aller vers l'inconscient, par exemple, lorsque nous cherchons à interpréter un rêve, elle est refoulée vers la conscience. C'est là la résistance. Inversement, lorsque l'inconscient veut aller vers la conscience, elle peut être renvoyée du côté de l'inconscient.
C'est le refoulement. Pour mieux comprendre le phénomène de refoulement, il faut le saisir en relation avec ce que Freud appelle le principe du plaisir. Selon ces principes, l'activité psychique a pour but le plaisir et cherche à éviter le déplaisir. Il en résulte que tout ce qui est désagréable est exclu de la conscience. Cependant, l'adaptation à la réalité fait que le principe de plaisir, qui règne sans doute en maître chez le tout petit enfant, est mise partiellement en suspens. Pour atteindre son but, l'individu doit tolérer le plaisir. Il lui faut contourner les obstacles, affronter les difficultés à vaincre, supporter les tensions désagréables qu'une action précipitée fait manquer. À cette nécessité de tolérer le déplaisir, Freud donne le nom de principe de réalité. Principe qui ne met pas le principe de plaisir en échec, mais l'aide au contraire à triompher. Dans le domaine des besoins liés à la conservation de la vie, l'instauration du principe de réalité est nécessaire et ne laisse pas place au refoulement ni à la substitution de la satisfaction réelle par des satisfactions imaginaires. Mais l'urgence vitale n'existe pas en ce qui concerne les désirs de nature sexuelle. Si la satisfaction de tels désirs est associée à la représentation du châtiment, l'image de l'enfer dans la religion, par exemple, ils sont en vertu du principe du plaisir rejeté de la conscience et demeurer satisfait. Voilà pourquoi la vie sexuelle est liée à notre vie imaginaire, puisque le contenu inconscient sont des désirs insatisfaits. Ils cherchent à revenir à la conscience pour se satisfaire. Ils seront à l'origine de nos rêves et de nos actes manqués, mais aussi de nos névroses. Le second topic maintenant, Freud remarque que certaines opérations qui doivent être attribuées au moi ne sont pas conscientes. C'est le cas notamment de refoulement. De plus, Freud a été amené à faire jouer un rôle de plus en plus grand au processus d'identification et notamment d'identification au modèle parental. Il va alors remplacer le terme de sensible par le terme de surmoi. Une partie de surmoi correspond à une image modèle formée dans l'enfance, à laquelle le sujet aspire à se conformer pour s'estimer lui-même, pour mériter son amour narcissique. Cette partie de surmoi, Freud l'appelle idéal de moi. Le narcissisme est l'amour de soi. C'est l'amour de soi. Or, nous ne nous aimons pas sans condition à partir du moment où nous avons intériorisé les interdits que nous impose notre éducation. Nous devons, pour nous aimer nous-mêmes, remplir les conditions que nous sont apparues. Enfants nécessaires pour mériter l'amour parental. L'enfant s'aime et se juge comme ses parents l'aimaient et le jugeaient. L'image modèle de nous-mêmes est tout un système d'interdiction et de jugements moraux formé dans l'enfance et que constitue le surmoi. Le second topic comprendra donc non plus deux, mais trois instances. Le ça, ce terme est choisi pour montrer que les forces à l'œuvre ont un caractère impersonnel et inconnu et non maîtrisable, comme dans l'expression «ça m'a échappé». Ça remplace beaucoup à la conscience de la première topique. Comme lui, il ignore la négation, le principe de contradiction, l'espace et le temps, le désir qui s'y trouvait ne périssent pas. Il ignore le jugement de valeur, le bien, le mal, la morale. Il n'est pas pour autant un chaos. Il suit le principe du plaisir. C'est une réserve de pulsion, le réservoir de la libido, c'est-à-dire du désir. Le surmoi, c'est une fonction de contrôle. Il contrôle à la fois le moi et le ça. Et lui,
Il est issu de l'intériorisation de nos interdits. Sa formation est contemporaine selon Freud, du déclin du complexe d'Oedipe. C'est en intériorisant l'interdiction parentale, on ne peut déposer sa mère que l'enfant parachève son surmoi. L'idéal de moi qui en fait partie est, est moins une identification aux parents tels qu'ils sont ou se présenter dans la réalité qu'une identification à ce que l'enfant peut percevoir de leur propre surmoi. Notre morale est celle de nos parents. Ce que nous nous interdisons, interdisent, et nous avons le même interdit que nos parents. Le même valeur, le seul moi contrôle les exigences de ça, il empêche les désirs refoulés de réapparaître à la conscience, il contrôle les exigences de moi, il empêche le désir non conforme à l'idéal de moi de se réaliser et le refoule. Il considère comme correct le comportement satisfaisant à la fois et aux exigences de ça, de l'idéal de moi et de la réalité. Il faut pour cela que le moi réussisse à concilier les diverses exigences. Le moi, maintenant, c'est ma personnalité apparente. Elle s'inscrit dans la réalité qui est en contact avec le monde, y compris le monde humain. Elle doit se concilier avec les exigences de la réalité. Le moi n'est pas en opposition constante avec le ça. Il est au contraire l'agent d'exécution des pulsions de ça. Seul le moi est en mesure de tenir compte des exigences de la réalité et il donne accès à des désirs qui pourront être satisfaits sont entraînés pour la personne de conséquences pénibles ou dommageables. Mais il doit prendre garde à ne pas attirer le mécontentement de surmoi. Il doit agir de façon à rester avec lui en bon terme, à ne pas perdre son amour, à ne pas être puni par lui. Bien entendu, cette relation entre le moi et le surmoi est ignorée du sujet. On transperce quelque chose dans l'angoisse et la culpabilité dans certains individus se montrer affligés. Le sentiment d'angoisse témoigne en effet d'une tension entre le moi et le surmoi et la crainte de moi d'être châtié par le surmoi si le désir que celui-ci condamne ne trouvait à satisfaire avec sa complicité. Le moi est donc une sorte d'arbitre de différents intérêts. Il a aussi un rôle de rationalisation du désir. Lorsque le moi se sent menacé par un danger, il peut réagir de deux façons. La fuite, le principe de plaisir nous conduit à nous soustraire à toute cause de plaisir. Si le danger est extérieur, nous fouillons réellement. Si le danger est intérieur, une pulsion qui veut se réaliser, alors quel est l'objet d'un interdit? Alors nous le refoulons. Freud compare le refoulement à la fuite. Il nous permet de ne rien connaître du désir en cause, l'évaluation rationnelle des dangers et des obstacles associés à une détermination non moins rationnelle du moyen pour les éviter. Il suppose que le principe de réalité est réussi à imposer sa suprématie, mais cette suprématie est toujours relative. Elle s'impose surtout face aux dangers extérieurs. L'un des rôles de la crue psychanalytique est de faire en sorte que ce second mode de réaction de moi gagne du terrain sur le premier. Le point de vue dynamique maintenant, le pulsion. Le point de vue utopique, on ne s'y fait pas. Encore faut-il prendre en compte la nature de force à l'œuvre dans les différentes instances de notre psychisme. Parler de force envoie au point de vue dynamique. Ce force, Freud le désigne sous le nom de pulsion.
Et il s'agit là d'un concept original propre à la psychanalyse. Pulsion est la traduction de l'allemand trieb, du verbe treiben, qui signifie pousser. La pulsion n'est pas un instinct, contrairement à une traduction est la courante. Elle n'est pas en effet nullement un comportement héréditaire, préformé, caractéristique d'une espèce. La pulsion est un processus dynamique consistant en une poussée qui a sa source dans une excitation corporelle localisée. Elle à- elle conduit à un certain type de comportement de façon à décharger la tension. Cette décharge est le but de la pulsion obtenue à l'aide d'un objet. Par exemple, le nourrisson éprouve une excitation de la muqueuse buccale, source qui l'incite à recherche le sein maternel ou à défaut son pouce objet afin de réduire cette excitation par les sessions but. La pulsion a donc une source somatique, c'est-à-dire psychique, physique. Elle est l'articulation de psychique et de somatique. Il y a autant de pulsions sexuelles possibles que de sources somatiques possibles d'excitation. Il peut y avoir des pulsions orales, voyeuristes, etc. La pulsion est donc une énergie qui doit se manifester même lorsqu'elle est refoulée. Elle a alors deux types de solutions. La névrose, les pulsions apparaissent sous forme de symptômes. La sublimation, la pulsion change d'objet. Puisqu'il est impossible de se réaliser dans un objet interdit par la censure, elle lui substitue un autre objet qui a valeur sociale. L'énergie est donc utilisable ailleurs, par exemple le désir incestueux des pères lié au complexe de type est l'objet d'un interdit. La pulsion cherche un autre objet qui a valeur sociale et donc autorisé. Et si ce sera Dieu. Dieu est pour Freud l'image sublimée de Père et la religion est issue de la sublimation du désir et des biens. La sublimation est aux yeux de Freud l'origine de tout ce qui a valeur sociale, les productions intellectuelles, esthétiques, etc. Sur les différents types de pulsions, la théorie psychanalytique a varié tout au long des recherches de Freud et ce point est très controversé. Sans entrer dans les détails en retenant qu'à partir de 1920, Freud distinguera deux types de pulsions. Les pulsions de vie, c'est la libido, encore parfois appelée eros. Elle correspond à la sexualité au sens très large, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'usage du sens, y compris sous forme esthétique. Les pulsions de mort qu'oralement Freud nommait parfois thanatos, qui correspondaient à l'agressivité, ici aussi au sens large. La moquerie, par exemple, en fait partie. Les pulsions de mort seraient liées à une poussée en nous visant à l'autodistraction que la libido aurait pour tâche de rendre inoffensive. L'agressivité serait donc l'expression vers le dehors d'une force destructrice originellement dirigée vers l'individu lui-même. Une partie de l'agressivité ainsi tournée vers l'extérieur se met au service des pulsions de vie. Bien qu'antagonistes, les deux catégories de pulsions peuvent agir de concert et conquérir au même but. Un exemple nausée donné dans le conduite sexuelle. Si la gravité domine, il y aura sadisme. Si elle est dominée par trop, on aura un timide impuissant. Selon Freud, l'évolution sexuelle de l'enfant a pour effet d'augmenter l'intégration, la fusion de deux types de pulsions alors que leur désunion représente une régression. Par exemple, le comportement qui consiste trop à tort à vouloir détruire l'objet aimé puis à le protéger implique une désunion
désignant des pulsions. On trouve ce comportement chez l'enfant au stade dit sadique oral. Remarquons pour terminer sur ce point que la théorie des pulsions se remet pas en cause la seconde topique. Les deux types de pulsions sont à l'œuvre dans chacune des instances que sont le moi, le surmoi et le ça. Le ça est le réservoir de toutes les pulsions et leur antagonisme n'a rien à voir avec celui qui concerne les instances psychiques. Maintenant, l'évolution de la sexualité chez l'enfant. C'est c'est la théorie de la sexualité qui a paru la plus scandaleuse de thèmes freudiennes. Ce n'est pas étonnant si Freud a raison. La sexualité est l'objet d'interdit. Affirmer que la sexualité est à l'origine de tous nos actes, c'est tuer notre narcissisme. C'est d'autant plus que Freud abolit toute frontière entre la normalité et la perversion. Entre la sexualité de l'adulte et la soi, disons, innocente de l'enfant. À l'idée conventionnelle d'une sexualité apparaissant à un moment donné de la vie humaine, la puberté. Freud oppose l'idée d'une sexualité originaire tendant à se satisfaire dès le premier âge de la vie est appelée à passer par toutes sortes de stades intermédiaires avant de servir à la reproduction. Ces stades ne sont pas des stades biologiques. Ils ont une dimension sociale, affective. Le stade oral, il correspond à la première année, la zone érogène, c'est-à-dire la zone source des pulsions, est constituée par les lèvres. Les nourrissons tirent plaisir de l'absorption de sa nourriture qui supprime la tension douloureuse de la faim et s'accompagne d'une scission en elle-même voluptueuse. La scission est le premier plaisir sexuel de l'enfant. À l'occasion de téter, l'enfant connaît sa mère et l'aime puisqu'il l'afflue de lait chaud lui procure du plaisir. Pourtant, le besoin de retrouver la satisfaction va se séparer du besoin de nutrition à cause de l'apparition de dents et de la nécessité de sévrage. Ce plaisir de la scission se retrouvera plus tard dans le baiser. Le stade anal, il correspond comme le nom l'indique à l'apprentissage de la propriété. L'enfant apprend à différer la satisfaction de ses besoins à la demande de sa mère. Elle peut d'ailleurs manifester son indépendance en refusant d'accéder à cette demande. On appelle aussi ce stade sadique anal, car l'enfant y manifeste de comportements agressifs, ayant une arme contre son entourage en refusant de différer ses besoins. C'est à cette époque que s'enracine dans l'individu la morale de bien faire. Faire ce que la mère veut, voire de trop bien faire si la pression parentale est trop forte. Le stade phallique, comme le nom l'indique, il concerne aussi bien la petite fille que le petit garçon. L'enfant porte son intérêt sur son anatomie génitale et constate la différence de sexe. Il s'intéresse au rôle respectif de ses parents dans la procréation. Selon Freud, aussi la situation oedipienne, si au stade anal et oral, l'amour exclusif, même agressif pour la mère, dominante au stade phallique, va apparaître la personnalité du père. L'enfant a l'angoisse de perdre l'amour maternel et c'est pourquoi il intériorise ses interdits. Le père apparaît comme un troisième terme qui s'introduit en gêneur pour l'enfant dans sa relation avec la mère et qui en compromet le caractère exclusif. L'enfant s'aperçoit qu'il n'est pas tout pour sa mère. C'est pourquoi lui une cause de souffrance. Le petit garçon qui est alors au stade phallique n'hésite pas à se satisfaire ses besoins.
Si ce comportement est réprimé par les parents, gérer un sentiment de culpabilité et l'enfant craint le châtiment de la castration. Crainte corrobée par l'absence de punition. La vie que l'enfant conçoit comme une castration, ainsi côte à côte avec le sentiment d'affection qu'il peut voyer à son père, exister des sentiments hostiles et de souhait de mort à son endroit. Ceci augmente le sentiment de culpabilité et la crainte de la castration. Freud a donné à cette situation le nom de complexe d'Oedipe, par référence à la pièce de Sophocle, Oedipe Tyran. Il voit dans l'intense effet dramatique que produit cette pièce le fait qu'elle réalise deux souhaits présents chez tout enfant qui substitue dans l'inconscience de l'adulte, tuer le père et s'assurer de la possession de la mère. Quant au châtiment qui s'inflige, Oedipe, en se crivant les yeux, il serait l'équivalent symbolique de la castration. Le petit garçon ne peut sortir de la crise oedipienne qu'en renonçant à la mère pour sauver son pénis. Il fit sien l'interdit paternel et parachève ainsi son surmoi. Chez la petite fille, la situation oedipienne est un peu différente. Comme le petit garçon, son premier objet d'attachement est la mère. Elle doit donc d'abord s'en détacher et diriger son désir envers le père avant que ne démarre le complexe d'Édipe. La mère va alors jouer le rôle d'interdicteur, mais ici ne peut jouer la sanction de la castration. La liquidation du complexe d'Oedipe sera plus lente et moins radicale. Elle s'opère à la longue sous l'effet des déceptions répétées. Il faut remarquer que le complexe d'Oedipe a une valeur symbolique. L'interdiction de l'inceste est en effet, l'ethnologie le montrera, le fondement social. La liquidation du complexe d'Oedipe est donc ce qui fait de nous des êtres sociaux. Elle est la date de naissance qui transforme les petits animaux que nous sommes en animaux à part entière. Ils correspondent aussi à la reconnaissance de la loi, celle des pères, celle de la société. Il faut bien voir que le père est plus une fonction qu'un personnage biologique. Cela est si vrai que cette fonction peut être exercée par la mère ou par d'autres personnes de l'entourage. Si le père biologique est inconnu de l'enfant, l'apparition du père est l'apparition de l'autre, de l'ordre de la loi et de langage, comme le montrera Lacan. Lors de la culture, il faut remarquer que le stade oedipien est présent partout, dans toutes les cultures. La période de latence, elle survient lorsque la crise oedipienne s'abaisse. Le refoulement entraîne une amnésie de l'enfance, et l'enfant se désintéresse de sa sexualité. Cette interruption de l'intérêt est à l'origine du processus de sublimation. La relation aux parents est déjà sexualisée dans les sociétés où les jeux entre enfants ne sont pas réprimés. Cette période n'existe pas. L'adolescence, elle commence avec la puberté et voit se réactiver l'intérêt. La situation oedipienne est ravivée. L'adolescent reprend les choses où il les avait laissées au début de la période de l'attente. Pour échapper à l'angoisse, il va renforcer l'interdit oedipien et chercher à se soustraire à l'attachement familial, ce qui explique la difficulté de relation entre les parents et les adolescents. Tout le problème est alors pour l'adolescent de réaliser son indépendance sans aller jusqu'à une rupture totale culpabilisante avec sa famille, ce n'est pas toujours évident. Quelques précisions sur le statut de l'inconscient chez Freud. Il faut bien voir que l'inconscient freudien n'est pas une chose. On ne peut pas d'abord lui donner une localisation cérébrale.
On ne peut même pas le saisir, pas même dans la cure psychanalytique, puisque par définition, le rendre conscient, c'est l'abolir. L'inconscient est un sens toujours inféré à partir de ces manifestations que sont le rêve, les actes manqués, les symptômes, etc. L'inconscient n'est pas même une cause de nos actes conscients, car on sait depuis Kant que toute relation de causalité implique que la cause soit antérieure chronologiquement à son effet. Or, l'inconscient ignore le temps et l'idée d'antériorité est ici dénuée de sens. Ce qui s'oppose à notre libre arbitre n'est pas une causalité antérieure, mais la rédemption d'un acte que notre psychisme ne peut oublier. Dans notre histoire, quelque chose a été oublié par la conscience mais conservé par l'inconscience et doit se répéter jusqu'à ce qu'il soit reconnu. L'inconscient est le poids d'une mémoire oublieuse, d'un temps figé dans la répétition de l'identique. L'inconscient est un sens à découvrir. Il échappe à la conscience mais rend nos conduites signifiantes. L'individu s'est caché à lui-même sa propre histoire. L'inconscient est le produit de son propre aveuglement. En un sens, l'inconscient n'est rien, non en tant qu'il serait un concept son objet. Sans être un phénomène, il peut quand même être inféré des phénomènes observables. Mais en tant qu'il est le concept d'un manque de quelque chose, un peu comme on peut concevoir l'ombre, non pas positivement, mais seulement comme une privation de lumière. Il est le négatif, la privation, et cela explique qu'il ignore lui-même la négation. La psychanalyse est une science interprétative. Et l'interprétation cherche un sens et non une chose. Il faut d'ailleurs bien voir qu'on ne va jamais vers son inconscient comme on va vers une réalité neutre. L'inconscient ne se reconnaît pas par la simple contemplation spéculative. Il n'est perçu que lorsque le sujet est modifié par ce qu'il découvre. C'est pourquoi, d'ailleurs, il ne sert à rien de dire à un malade, voilà la cause de vos symptômes. Il faut qu'il découvre lui-même son inconscient pour en être modifié. Il faut qu'il joue l'inconscient pour le percevoir. Il faut que la vérité s'intègre à la personnalité. Il est significatif qu'on ne parle d'ailleurs pas de passion, ni même d'analyser, mais d'analysons. C'est donc la pratique psychanalytique qui révèle l'inconscient et non la théorie. Mais le dire, c'est-à-dire qu'on ne peut bien parler de la théorie freudienne que si l'on est soi-même passé par la pratique psychanalytique. Or, l'auteur de ces lignes n'a jamais connu le devant de psychanalyste ne reconnaît la théorie freudienne que par la lecture du texte de Freud. Il est important de finir par cette importance précision. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.